Le monde de Rick Harrison a été bouleversé. Sa mère le poursuit en justice, l'accusant d'avoir manipulé ses finances alors qu'elle était au plus mal. Le magnat de Pawn Stars, connu pour ses transactions difficiles dans son magasin de Las Vegas, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une bataille juridique qui pourrait lui coûter tout. La trahison est choquante. Les allégations sont dévastatrices et le combat ne fait que commencer. La bataille entre la mère et le fils prend une tournure inattendue, car le plus grand choc reste à venir. L'Empire du Pion est en guerre. L'homme derrière Pawn Stars a toujours été sous les feux de la rampe, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Son activité de prêteur sur gage l'a rendu célèbre, attirant les fans depuis que la série est apparue sur les écrans de télévision en 2009. Les gens adorent regarder les transactions qui se déroulent aux prêteurs sur gage d'or et d'argent de Las Vegas. Mais tout n'a pas été sans heurts, en particulier lorsque des drames familiaux sont survenus. C'est alors qu'un rebondissement choquant menace de tout changer. Son père, Richard Oldman Harrison, était la pierre angulaire du magasin lorsque tout a commencé en 1989. Ensemble, ils ont fait du magasin une sensation de la télé-réalité. Mais après le décès du père en 2018, les choses se sont gâtées, vraiment gâchées. Le contrôle de l'entreprise a changé, ce qui n'a pas été du goût de sa mère, Joanne Harrison. Soudain, la querelle familiale éclate au grand jour et des batailles juridiques s'engagent. En 2022, Joanne a intenté un procès qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est un homme courageux qui offrirait une bague de championnat à sa fiancée. Elle doit avoir de très grandes mains. Le voilà dans toute sa splendeur. Wow! Elle n'était pas seulement bouleversée. Elle était furieuse. Elle l'accusait d'avoir manipulé ses finances, affirmant qu'elle avait été contrainte de céder sa participation dans l'entreprise après s'être réveillée d'un coma. Comme si cela ne suffisait pas, elle affirme également qu'il a contracté un prêt de 3 millions de dollars en utilisant ses biens et qu'il l'a tenu dans l'ignorance de beaucoup d'argent liquide, y compris un montant manquant de 500 000 dollars qui appartenait au vieil homme avant son décès. La situation s'est encore aggravée lorsque Joanne a cessé de recevoir son argent de poche. Il recevait un chèque tous les mois, 25 000 dollars. Cette année-là, elle n'a reçu que 85 000 dollars au total, soit bien moins que ce dont elle avait besoin pour couvrir ses frais médicaux, qui s'élevaient à 115 000 dollars par mois. Joanne ne l'entendait pas de cette oreille. Elle voulait que son allocation soit rétablie, qu'elle ait accès à tous les documents financiers et qu'elle reçoive des dommages-intérêts pour tout l'argent qu'elle prétendait avoir mal géré. De l'autre côté, il avait sa propre version des faits. Il a affirmé que Joanne n'agissait pas de son propre chef et que d'autres personnes la manipulaient pour qu'elle fasse ses déclarations. Il a insisté sur le fait qu'il avait essayé de communiquer avec elle, mais qu'elle ne répondait pas. Il s'agissait d'une véritable guerre familiale et les fans n'arrivaient pas à croire ce qui se passait. Le problème, c'est que vous aviez le testeur de diamants posé dessus, n'est-ce pas? Il ne va pas faire le bon test parce que le diamant est trop chaud en ce moment. Vous avez un de vos appareils? J'ai mes propres appareils là-bas. Oui? Ce n'était pas la première fois qu'une controverse le suivait au fil des ans. Son attitude au mont-de-piété ayant déplu à beaucoup de gens. Il est connu pour repousser les clients, bloquer les négociations et refuser catégoriquement de bouger sur les prix. Certains sont sortis du magasin en ayant l'impression de s'être fait avoir. L'un des moments inoubliables est celui où un client est venu acheter une bague de championnat de la NBA pour sa fiancée. La bague des Golden State Warriors de 1975 était censée être un cadeau de rêve. Mais les choses se sont vite gâtées. Le client a voulu vérifier l'authenticité des diamants et la patience a été mise à rude épreuve. Lorsque le client a sorti son propre testeur de diamants pour vérifier, la frustration est montée d'un cran. Finalement, l'authenticité de la bague a été confirmée. Mais le prix était une autre histoire. Le propriétaire du magasin en voulait 111 000 dollars, tandis que le client n'était prêt à payer que 5 500 dollars. L'affaire ne s'est pas faite. Le client est parti frustré et a déclaré plus tard que la rencontre avait été tendue. Son attitude tranchante fait peut-être les beaux jours de la télévision, mais elle lui a aussi valu de nombreux déboires, qu'il s'agisse de se quereller avec des clients,
de prendre des mesures commerciales controversées ou d'affronter sa propre mère au tribunal. Il n'est pas étranger au drame, puisque Pawn Stars est toujours d'actualité. Les fans attendent avec impatience de voir comment il va gérer la situation. Qu'il aplanisse les difficultés ou qu'il s'enfonce dans un trou plus profond. Une chose est sûre, il sait comment faire parler de lui au-delà du procès qui a défrayé la chronique avec sa mère. Les problèmes juridiques font partie de sa réalité depuis des années. Des employés, des partenaires commerciaux et même des clients ont intenté des actions en justice contre lui. Certains cas concernent des salaires impayés, des transactions douteuses et des accusations de transactions trompeuses dans le magasin. À chaque fois, il parvient à s'en sortir. Mais il est difficile d'ignorer le schéma. Malgré toutes ces péripéties, le mont de piété en or et en argent reste une attraction touristique. Des visiteurs du monde entier affluent à Las Vegas pour voir le célèbre magasin et peut-être même l'apercevoir. Le magasin, qui regorge d'objets historiques, de pièces de collection et d'articles rares, continue d'être un lieu de prédilection pour les trouvailles uniques. Mais en coulisses, l'entreprise n'est pas aussi parfaite qu'elle le semble à la télévision. L'émission elle-même a connu des moments de controverse. Au fil des ans, les fans se sont demandé si tout était aussi réel qu'il y paraissait. Des rapports faisant état d'accords de scène, d'interactions scénarisées et de négociations planifiées à l'avance ont fait surface, soulevant des doutes quant à l'authenticité de l'émission. Un de mes amis était en ville. Il l'a vu et a pensé que c'était l'une de ses bagues au prix le plus raisonnable. J'envisage de dépenser entre 55 et 7500 $ pour cette bague. Mais nous verrons bien ce qui se passera. Bien que les producteurs aient défendu l'authenticité de Pawn Stars, nombreux sont ceux qui pensent que la télé-réalité s'accompagne toujours d'un peu plus de drame pour le divertissement. Sa vie privée n'a pas non plus été épargnée par les scandales. Les mariages et les divorces ont fait la une des journaux, donnant aux fans d'autres sujets de conversation que le drame du prêteur sur gage. Gérer à la fois la célébrité, les conflits familiaux et les affaires n'a pas été facile, mais il continue à aller de l'avant, déterminé à rester au sommet de la scène. À chaque nouvelle saison de Pawn Stars, de nouvelles histoires se déroulent, qu'il s'agisse d'une négociation sauvage sur une pièce de collection rare, d'une dispute houleuse avec un client ou d'une autre bataille juridique en préparation. La vie de Rick n'est jamais avare de rebondissements. Les procès, les querelles familiales et les controverses commerciales ajoutent toutes des couches à l'histoire d'un homme qui a bâti un empire de télé-réalité. Quelle que soit la suite des événements, une chose est sûre, Rick Harrison n'est pas prêt de quitter les feux de la rampe. Avance rapide jusqu'en 2018. Le vieux Harrison est décédé et Joanne a hérité de sa part, la rendant à nouveau copropriétaire. C'est là que le problème a commencé. Selon le procès, Rick était censé lui fournir une documentation complète sur les finances du magasin et la tenir au courant en tant que propriétaire légitime. Mais Joanne insiste sur le fait que ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle pense que Rick avait quelque chose à cacher ou qu'il n'a tout simplement pas pris la peine d'honorer ses obligations. Quoi qu'il en soit, elle n'était pas d'accord. Elle l'a poursuivi en justice pour lui réclamer des documents financiers, des dommages-intérêts et le contrôle de ce qu'elle prétend être son héritage légitime. Et ce n'était que le début, la querelle de la famille Harrison. Et ce n'est pas tout. Joanne accuse également Rick d'avoir mal géré une somme considérable laissée par le vieux Harrison, estimée à 500 000 $ en espèces et en biens. Elle veut savoir ce qu'il est advenu de l'argent et obtenir une décision de justice empêchant Rick de toucher à tout ce qui lui revient. Rick, quant à lui, n'y croit pas. Il affirme que les accusations sont totalement fausses et que le procès est le fruit d'une manipulation. Selon lui, sa mère, âgée de 81 ans, est influencée par des personnes extérieures qui cherchent à semer le trouble et à gagner de l'argent. Mais jusqu'à ce que les tribunaux tranchent la question. La vérité reste à débattre. Ce qui est indéniable, c'est qu'il a construit quelque chose d'énorme. Né en mars 1965 à Lexington, en Caroline du Nord. Il est issu d'une famille qui a déjà connu le succès. Son père, un Américain de l'U.S. Navy, a déménagé la famille à San Diego, en Californie, alors qu'il n'était encore qu'un bambin.
La vie semblait normale jusqu'à ce qu'il développe une épilepsie à l'âge de 8 ans. Les crises d'épilepsie l'ont cloué au lit pendant une grande partie de son enfance. Mais au lieu de sombrer dans l'ennui, il a trouvé une échappatoire dans les livres, sans accès à la télévision. Il dévorait les livres d'histoire, les textes scientifiques et tout ce qui lui tombait sous la main. Cette obsession précoce pour le savoir s'est transformée en un avantage à vie, en particulier dans le secteur du prêt sur gage, où la connaissance de ses affaires peut faire la différence entre une bonne affaire et une véritable escroquerie. Aujourd'hui encore, il attribue à ses longues heures de lecture le mérite de l'avoir aidé à reconnaître les objets de valeur dès qu'ils arrivent sur le comptoir. Sa passion pour l'histoire et les objets de collection l'a finalement conduit à créer Gold and Silver Pawn Shop, avec l'aide de son père. Ensemble, ils ont monté une affaire qui a attiré l'attention des producteurs de télé-réalité, transformant leur magasin en une sensation mondiale. Mais malgré son succès, l'argent et la célébrité ne sont pas toujours synonymes d'harmonie familiale. Avec le procès qui pèse toujours sur lui, le monde entier attend de voir comment cette querelle de famille va se dérouler. Si les affirmations de Joanne sont fondées, il pourrait être confronté à de sérieuses conséquences financières. Si la raison est que sa mère est manipulée, c'est une situation déchirante qui prouve que même les plus grandes stars de la télé-réalité ne sont pas à l'abri des difficultés personnelles. Pour l'instant, Pawn Stars continue de prospérer. Et il reste à la barre, faisant ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire des combines et des transactions, et gardant les téléspectateurs accrochés grâce à un œil aiguisé pour des trésors de valeur. Mais en coulisses, il est clair que tout ce qui brille n'est pas d'or. Et parfois, les plus grandes batailles viennent des personnes les plus proches de nous. La situation ne fait que s'assombrir au fur et à mesure que des documents juridiques font surface, mettant en lumière l'écheveau financier complexe dans lequel la famille s'est empêtrée. L'action en justice de Joanne décrit un modèle de mauvaise gestion financière, présumé qui s'étend au-delà du conflit initial concernant sa participation dans le magasin. Elle affirme que Rick a, au fil des ans, effectué de nombreuses transactions qui ont réduit sa part légitime de la richesse de l'entreprise. Et elle veut que chaque dollar soit comptabilisé. Il ne s'agit plus seulement du prêteur sur gage. L'action en justice s'étend à plusieurs entités commerciales, dont Joe Rich Properties et Harrison Properties. Très franchement, à l'heure actuelle, vous pouvez probablement gagner beaucoup plus d'argent en étant soudeur qu'avec un diplôme en marketing. Joanne affirme que chacune de ces sociétés a été utilisée pour transférer de l'argent d'une manière qui l'a laissée en dehors de la boucle. Ce qu'elle veut, en fin de compte, c'est la transparence. Un accès complet aux documents financiers que Rick aurait refusé de partager avec elle. Mais Rick ne recule pas. Il a exprimé publiquement sa frustration face à toute cette affaire, soulignant qu'il pense que sa mère est victime de désinformation. De son point de vue, il a toujours pris soin de l'entreprise et l'a gérée de manière à ce qu'elle profite à toute la famille. Il insiste sur le fait qu'il n'a rien fait de mal et que les affirmations de Joanne ne tiennent pas la route. Alors que la bataille juridique s'intensifie, le public se demande comment les choses vont évoluer. Le tribunal se rangera-t-il du côté de Joanne et obligera-t-il Rick à ouvrir les livres? Ou bien l'affaire s'effondrera-t-elle, laissant Joanne sans les réponses qu'elle cherche? C'est une impasse tendue qui divise les fans et déclenche des débats houleux en ligne. Pendant ce temps, l'entreprise continue de fonctionner comme d'habitude. Le prêteur sur gage d'or et d'argent reste un incontournable de Las Vegas, attirant des clients désireux d'acheter et de vendre des objets rares et précieux. L'émission de télé-réalité continue de tourner avec Rick à la tête de la charge. Mais derrière les caméras, le drame familial est loin d'être terminé. Une chose est sûre, ce procès a jeté une ombre sur l'héritage de Pawn Stars. L'émission a toujours été plus qu'une simple affaire. Il s'agit de la famille, de la confiance et du lien unique entre les générations. Aujourd'hui, Joanne et Rick étant en désaccord, ce lien est mis à l'épreuve de la manière la plus publique qui soit. Que cette affaire aboutisse ou non à un bouleversement financier majeur, les dommages causés à la dynamique familiale sont indéniables. Ce qui était autrefois l'histoire d'un duo père-fils construisant un empire. Prosper s'est transformé en une bataille judiciaire entre une mère et son fils.
Et quelle que soit l'issue, les retombées de ce conflit juridique perdureront probablement pendant des années. Pawn Stars a toujours prospéré grâce au plaisir de découvrir des trésors cachés. Mais cette fois, le plus grand mystère se passe en coulisses. Le temps et les tribunaux nous diront ce que le prochain chapitre réserve à Rick Harrison et à sa mère. Rick Harrison est un arnaqueur depuis le premier jour, trouvant toujours un moyen de faire fonctionner les choses. Peu importe ce que la vie lui réserve. Il n'était pas un gamin comme les autres qui rêvaient de devenir grand. Bien avant d'avoir mis les pieds sur un plateau de télévision, il était déjà sur le terrain, prenait des risques et accumulait de l'argent. Dès son plus jeune âge, Rick a eu le don de repérer les opportunités. Inspiré par une série de livres sur un enfant de l'Utah qui avait toujours un nouveau plan pour gagner de l'argent. Il a compris très tôt que s'il voulait avancer, il devait être intelligent, rapide et toujours avoir une longueur d'avance sur les autres. Cet état d'esprit l'a marqué et a jeté les bases de tout ce qui allait suivre. L'école n'était pas vraiment le truc de Rick. Il s'est éloigné des salles de classe avant même d'atteindre la 11e année, décidant qu'il ferait mieux de gagner de l'argent à sa façon. Et c'est ce qu'il a fait. À l'époque où la plupart des jeunes de son âge pensaient au bal de fin d'année, il gagnait chaque semaine plus d'argent que la plupart des adultes, en vendant de faux sacs de marque et en gérant son propre petit commerce clandestin. Avant la célébrité et les batailles juridiques, tout a commencé avec un gamin qui savait comment faire bouger les choses. Le Party de Vegas. Lorsque Rick était adolescent, l'entreprise familiale a pris du plomb dans l'aile et tout a changé d'un coup. À court d'argent, ils ont fait leurs valises et sont partis à Las Vegas, à la recherche d'un nouveau départ. C'est là que les choses ont vraiment commencé à prendre forme. Ses parents ont ouvert un petit magasin d'articles d'occasion, un endroit minuscule. Rien d'extraordinaire, mais Rick a vu le potentiel. Il s'y est mis tout de suite et y a travaillé le jour, tout en s'adonnant à une activité annexe, la saisie de voitures, la nuit. Après quelques années, l'atelier a déménagé dans un meilleur endroit, mais l'argent reste un problème. C'est alors qu'un nouveau projet a vu le jour. Un mont-de-piété. Il ne s'agissait plus seulement de vendre des biens d'occasion. Il s'agissait de construire quelque chose qui pourrait vraiment décoller. Mais il y avait un hic. La loi de Vegas rendait presque impossible l'obtention d'une nouvelle licence de prêteur, sur gage à moins que la population de la ville n'atteigne un certain nombre d'habitants. Ils ont joué le jeu de l'attente, surveillant de près les chiffres et s'assurant d'être les premiers dans la file d'attente le moment venu. À la fin des années 80, la patience a payé. La ville a finalement atteint le chiffre magique. Après des mois de démarches administratives, ils ont obtenu leur licence. C'est alors que les choses sérieuses ont commencé. Le prêteur sur gage d'or et d'argent a ouvert ses portes à 2 pas du strip de Las Vegas. Au début, ce n'était qu'une petite entreprise familiale. Rien de tape à l'œil. Mais elle avait quelque chose que les autres prêteurs sur gage n'avaient pas. La détermination. Au fil des ans, la boutique s'est développée. Au début des années 2000, elle traitait des millions de dollars de prêts chaque année et réalisait de sérieux bénéfices rien qu'avec les intérêts. Ce que je voulais faire, juste pour ma propre santé mentale, c'était tester le diamant. Bien sûr, allez-y, OK? Merci. Mais s'asseoir et prendre ses aises ne faisait pas partie du plan. Il y avait une vision plus large qui consistait à faire passer l'entreprise à la télévision. L'idée était tout à fait sensée. Mais convaincre les grands d'Hollywood, c'est une autre histoire. Pendant des années, l'idée d'une émission de télé-réalité basée sur le mont-de-piété a été lancée, mais personne n'y croyait. Les dirigeants ne pensaient pas que cela fonctionnerait. Mais la persévérance a payé et quelqu'un a fini par voir le potentiel. Très vite, les caméras tournent et les prêteurs sur gage font leur apparition sur les ondes à la fin des années 2000. L'émission décolle presque immédiatement, enregistrant des taux d'audience considérables et faisant du prêteur sur gage d'or et d'argent une sensation mondiale. Le commerce a explosé comme personne n'aurait pu l'imaginer. Les fans faisaient la queue devant le magasin dans l'espoir d'avoir un aperçu de l'action. Ce qui n'était au départ qu'un petit prêteur sur gage de Las Vegas est devenu l'une des entreprises les plus célèbres du monde. Mais le succès s'accompagne de problèmes, de gros problèmes. L'argent. La célébrité et la famille ne font pas toujours bon ménage. Au fil des ans,
des tensions sont apparues en coulisses. Il a toujours entretenu des liens étroits avec son père. Mais les autres relations familiales étaient plus compliquées. Lorsque son père est décédé, les choses se sont gâtées. Un procès important a fait surface au sein de la famille, transformant ce qui aurait dû être une période de deuil en une véritable bataille juridique. Les détails du procès ont été gardés secrets pendant un certain temps, mais les fissures dans la dynamique familiale sont devenues trop importantes pour être ignorées. Ce n'était pas non plus la première fois qu'un drame frappait la famille Harrison. Fin 2010, il a été révélé que le père de Rick avait complètement exclu son autre fils, Christopher, de son testament. Les gens ont spéculé sur ce qui s'était passé, mais Rick est resté silencieux, en insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une affaire privée. Aujourd'hui, avec une nouvelle querelle juridique, les luttes internes de la famille sont plus publiques que jamais. La situation est difficile. Et quel que soit l'argent et le succès d'une personne, les drames familiaux peuvent être profonds. Mais s'il est une chose que Rick a prouvé à maintes reprises, c'est qu'il sait comment gérer les situations difficiles. Il a bâti un empire à partir de rien, a relevé tous les défis et n'a jamais reculé lorsque les choses devenaient difficiles. Bureau. Mais ce n'est pas vraiment un bureau, c'est en fait un pistolet. C'est un bureau à pistolet parce que je ne connais pas la date de fabrication de cette chose. Ça vous dérange si je jette un coup d'œil à ce truc? Parce que je suis complètement perdu. Pas du tout. Merci. De la fausse monnaie qui pourrait avoir été fabriquée par la CIA ou les Allemands aux nouvelles armes qui semblent assez innocentes, mais qui peuvent être plus dangereuses que vous ne le pensez. Voici comment Rick et les autres employés de Pawn Stars ont dû s'occuper d'objets illégaux afin d'éviter l'attention de la police. Nous avons vu toutes sortes d'objets franchir les portes du prêteur sur gage en or et en argent. Il est donc logique que, de temps à autre, les vendeurs hésitent à conclure un marché, non seulement parce qu'ils n'aiment pas l'aspect ou la valeur de l'article en soi. J'ai vu des armes dissimulées dans toutes sortes d'objets, des épées, des cannes, et même des appareils photo. J'ai vu des bureaux avec des compartiments cachés pour les armes à feu, mais je n'ai jamais vu un bureau comme une arme à feu, mais aussi parce qu'il peut s'agir de quelque chose de trop chaud pour eux. Par exemple, imaginez quelque chose de tellement illégal que Rick devrait refuser la demande du propriétaire de passer un accord avec lui. Jetez un coup d'œil à ce bureau que cette dame a apporté à Rick il y a quelque temps. On dirait un bureau normal, n'est-ce pas? Joli et mignon. Quelque chose qui sera certainement utile quand il sera temps pour vous d'écrire ce grand roman dont vous parlez toujours. Mais nous n'avons même pas de synopsis. On peut dire que cette dame avait quelque chose de similaire en tête lorsqu'elle est tombée sur ce meuble lors d'une vente immobilière. D'après elle, elle cherchait simplement un joli petit bureau sur lequel elle pourrait laisser un livre d'or. Au lieu de cela, elle s'est vite rendue compte qu'elle avait obtenu bien plus que ce qu'elle avait espéré lorsqu'elle a regardé dans le bureau. Apparemment, ce n'était pas seulement un joli petit bureau, c'était aussi un bureau qui servait de pistolet. C'est vrai. Il n'y a rien qui cloche dans vos oreilles. Apparemment, quelqu'un a pensé qu'il était judicieux d'aménager le bureau de telle sorte que lorsque vous appuyez sur cet encrier d'apparence innocente, une balle de calibre 22 jaillit de la trappe pour atteindre toute cible malheureuse qui se trouve dans sa ligne de mire. Aussi fascinée que soit la propriétaire du bureau à pistolet, elle était impatiente de savoir combien ce bureau pouvait valoir. Bien sûr, ce serait formidable de pouvoir la vendre, mais si elle ne peut pas le faire, cela lui conviendrait tout aussi bien. Pour être honnête, Rick et Corey ne pouvaient détacher leurs yeux de cette fascinante nouveauté. Un bureau qui est un pistolet. Ce bureau à lui seul pourrait donner lieu à un bon film de James Bond. Cependant, aussi fascinant que soit le bureau en forme de pistolet, Corey n'a pas pu s'empêcher de trouver des défauts à cette nouveauté. Il ne pouvait contenir qu'une seule balle, et encore, d'un calibre minuscule qui ne pouvait qu'atteindre quelqu'un. Quoi qu'il en soit, Rick était toujours obnubilé par la présence de l'arme. D'après l'homme lui-même, il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Cela dit, l'article lui posait également un problème parce qu'il était possible de savoir quand il avait été fabriqué. Ce qui était essentiel puisqu'il n'achetait que des armes fabriquées avant 1898. Pour savoir s'il serait réellement contraint de conclure ce marché pour le comptoir à pistolet,
Il a décidé de demander l'avis d'un expert. Rick l'a trouvé génial et a espéré que l'expert serait en mesure de lui donner plus d'informations sur la date de fabrication de l'arme. Il est amusant de constater que même l'expert a été fasciné par cette arme. Au départ, il a lui aussi été déconcerté par le fait qu'elle était cachée dans un bureau. Lui non plus n'avait jamais vu un tel objet. Il en a déduit qu'il s'agissait peut-être d'un objet unique qui n'avait jamais été reproduit depuis sa fabrication. Il s'est également demandé s'il ne s'agissait pas d'un accessoire de cinéma de l'époque. Cela dit, il se demandait lui aussi à quoi pouvait bien servir cette arme. Ce n'était certainement pas une arme puissante, et le canon était trop petit pour faire trop de dégâts sur une cible, aussi accablant que cela puisse être. L'expert souligne également que cette arme est peut-être trop dangereuse pour être simplement utilisée avec un livre d'or en plus de ce qui est essentiellement une arme dissimulée. Si l'on ajoute à cela le fait que le propriétaire devrait consulter un armurier pour désactiver l'arme dissimulée telle qu'elle était, et le fait que cette table à fusil pourrait avoir été fabriquée après 1898. Rick n'a pas vraiment trouvé de raison d'acheter cette table à fusil, bien qu'il l'ait trouvée très cool. Pas de chance. Nous allons maintenant nous pencher sur cette carapace de tortue que ce monsieur a apportée dans le magasin un jour fatidique. Regardez cette beauté. Apparemment, l'homme a acheté cette guitare en écaille de tortue chez un prêteur sur gage il y a quelques années parce que, pour une raison quelconque, elle l'attirait. Pour être honnête, nous pouvons comprendre l'attrait de cette guitare. Toutefois, cet instrument de musique peut poser un problème, car sa possession peut être illégale. C'est une question de bon sens. Bien que ces guitares à carapace de tortue puissent avoir un certain attrait pour certaines personnes, il ne faut pas oublier qu'en fin de compte, ces guitares sont essentiellement fabriquées à partir de carapaces de tortue. L'une de ces tortues peut même être une espèce en voie de disparition. C'est pourquoi, dans les années 70, le gouvernement a jugé bon d'interdire le commerce de tout ce qui pouvait être fabriqué à partir de ces carapaces de tortue. Par conséquent, si Rick voulait acheter la guitare de ce monsieur, il devait vérifier si elle avait été fabriquée avant les années 70. Lorsque la loi interdisant le commerce de ces carapaces de tortue a été mise en place. Pour ce faire, Rick a dû faire appel à l'un de ses experts. Après avoir repéré la guitare, l'expert s'est penché sur ce qu'il savait de ce type d'objet. Tout d'abord, il savait que les musiciens de bluegrass aimaient le son que produisaient les véritables carapaces de tortue. Cependant, il n'a pas été en mesure de dire quand il a été fabriqué et s'il était illégal de le vendre. Bien sûr, il pourrait le posséder, mais en faire commerce pourrait attirer l'attention des autorités, ce que nous détesterions tous, n'est-ce pas? Si vous demandez à l'expert, il vous répondra qu'il n'y toucherait pas d'une semelle. Il a vu des gens purger des peines et payer des amendes pour avoir vendu illégalement des produits de ce type. Et il n'aimerait pas que Rick se retrouve dans une telle situation. Rick a donc été contraint de dire au revoir à cet homme et à sa superbe guitare en écaille de tortue. Aussi sexy que soit la guitare, nous sommes sûrs que Rick a fini par se hérisser les poils de la nuque lorsque cet homme a apporté des souvenirs politiques dans le magasin. Les souvenirs étaient tout de même intéressants. Elle était composée de la carte d'identité de G. Howard McGrath, procureur général des États-Unis dans les années 1940 et 1950, et de la moitié d'un billet de $10. Les documents ont été signés par G. Edgar Hoover, le tristement célèbre chef du FBI pendant plusieurs décennies. Apparemment, l'homme avait acheté les documents au petit-fils de McGrath. En regardant les documents, Rick s'est demandé si McGrath avait réellement travaillé avec les services secrets. En regardant le billet de $10, le propriétaire fait remarquer qu'il s'agit d'un faux billet signé par le procureur général. Rick hésite un peu, car si les billets mal imprimés peuvent valoir beaucoup d'argent pour les collectionneurs, les billets contrefaits posent un problème tout à fait différent. Nous savons tous que l'utilisation d'un faux billet constitue une infraction fédérale dans n'importe quel pays du monde, sans parler des États-Unis. La loi peut également s'appliquer à ceux qui en possèdent un. Lorsque Rick a examiné le billet de plus près, il a pu confirmer qu'il s'agissait bien d'un faux billet. Lorsque les billets de banque originaux ont été fabriqués, des fils de soie ont été ajoutés au papier. S'il n'y a pas de fil de soie, cela signifie que le billet n'est pas authentique.
Rick était tellement inquiet à propos de ce billet qu'il a ouvertement déclaré qu'il ne pensait pas qu'il était légal de posséder ce billet. Il a recommandé au propriétaire de faire examiner le billet et les autres documents afin de ne pas se retrouver dans l'eau chaude, espérant ainsi rendre service au propriétaire. Rick fait appel à un expert qui les aidera à déterminer si la possession de ces objets est illégale. Peu après son arrivée, l'expert a déclaré que si les autres objets ne présentaient aucun danger, il ne recommanderait pas à quelqu'un de rester en possession d'un faux billet. La meilleure chose à faire étant de l'apporter directement au service civil. S'il voulait éviter toute responsabilité juridique, après avoir vendu les autres articles pour environ 500 $, nous espérons qu'il s'est débarrassé du faux billet dès que possible, aussi mauvais que soit le faux billet. Rick et les autres employés du magasin ont dû être totalement choqués lorsque cette femme est entrée avec un dispositif de triche au poker, qui fabrique même ce genre de choses. C'est le genre de choses qui attire des ennuis aux personnes qui les possèdent. Mais à ce stade, ce n'était pas le problème de la propriétaire. Tout ce qu'elle voulait savoir, c'était si elle pouvait obtenir entre 6 cents et 6 000 $ pour l'article. Curieux d'en savoir plus sur ce dispositif de triche au poker, Rick a décidé de demander à un expert ce qu'il en pensait. Lorsque l'expert est arrivé, il a pu leur dire qu'il s'agissait d'un jeu de cartes de Martin San Francisco. C'est apparemment grâce à cet appareil que l'on dit avoir un tour dans son sac. Il s'agit là d'une pièce d'histoire incroyable, mais ce qui préoccupait le plus Rick et la propriétaire, c'était la valeur de l'objet. L'expert leur a répondu que l'objet valait entre 1500 et 2200 $. Toujours négociateur, Rick propose immédiatement 8 cents $ à la femme. Pour être honnête, l'objet allait être difficile à vendre. Il était donc logique que Rick ne veuille pas payer le prix fort pour l'objet. Heureusement, les deux parties ont pu se mettre d'accord sur un marché d'une valeur de 900 $, ce qui est tout à fait normal. Nous jetons un nouveau coup d'œil sur un autre morceau d'histoire. Quand cette femme est entrée au mont de piété avec cet objet de la guerre froide. Comme vous pouvez l'imaginer, Rick et le reste de l'équipe ont été choqués lorsque la femme est entrée avec son missile, car ils n'en avaient jamais possédé. Il ne s'agissait que d'un prêteur sur gage, loin d'être un fabricant d'armes. Comment cette femme a-t-elle pu posséder un tel objet? Il est intéressant de noter que son père était impliqué dans la vente aux enchères de surplus militaires dans les années 70 et 80. À l'époque, il avait l'habitude d'enchérir sur des conteneurs d'expédition vides. Une fois qu'il les a reçus, il les scelle avant de les charger dans son camion pour les emporter. Après l'une de ces transactions, le père de la femme a remarqué que l'un des conteneurs était lourd. Après avoir jeté un coup d'œil à l'intérieur du conteneur, l'homme a trouvé ce chercheur de chaleur assis à la remorque. Toujours prudent, Rick demande à la dame si elle a un permis du ministère de la Défense pour posséder cette arme. Étonnamment, la femme avait en effet des documents attestant qu'elle était autorisée à posséder un tel objet. Malgré cela, Rick était toujours sceptique à l'idée d'acheter l'arme à cette femme, car il ne savait pas ce qu'il allait en faire. À la recherche d'idées, Rick décide de consulter l'un de ses experts. Il pourra peut-être lui dire si c'est une bonne idée d'être en possession d'un tel objet. Quelques minutes plus tard, l'expert est surpris par la présence de cette magnifique pièce de technologie des années 60. Il était tellement surpris que cette dame soit en possession de ce qui s'avérait être le rare missile à tête. Chercheuse à neuf, qu'il voulait savoir si elle avait vraiment des documents lui permettant d'être en possession de l'arme. Que ce soit le cas ou non, l'expert n'était pas intéressé par une quelconque affaire concernant cette arme. Apparemment, il s'agissait de la moitié supérieure d'un missile à tête chercheuse de 9 pieds. Et en tant que tel, même si la dame avait un permis, cet objet a sa place dans une base militaire. Pas chez quelqu'un ou chez un prêteur sur gage. Surtout après qu'il ait révélé que pendant la guerre froide, la technologie de pointe que représentait cet objet a été reléguée au rang de persona non grata, si vous voulez, après avoir été compromise par les Russes. En fait, les faits de l'affaire étaient si suspects que Rick et l'expert ont commencé à regarder la femme d'un œil méfiant. Il vaudrait mieux qu'elle ne soit pas elle-même une espionne russe. Malgré l'avertissement de l'expert, Rick a décidé de conclure un marché avec la femme. Après quelques marchandages, les deux hommes se sont mis d'accord sur un marché d'une valeur de 550 $.
Rick peut désormais profiter de la compagnie de sa tête de missile en quête de chaleur. Aussi catastrophique que puisse être ce missile à tête chercheuse, certains prétendent que notre prochain objet est encore plus mortel que ces missiles à tête chercheuse de 9 pieds. En fait, on dit que cet objet est le plus mortel au monde. Enfin, selon son propriétaire. Apparemment, il s'agit d'une clé de lancement d'un ICBM russe qui pourrait être utilisée pour lancer une arme thermonucléaire. Fasciné. Rick est un peu décontenancé lorsque le propriétaire demande $10 000 pour l'obtenir. Rick est toujours fasciné par les objets. Le problème, c'est qu'ils ressemblent à quelque chose que chacun d'entre nous aurait pu fabriquer dans son jardin. Rick décide une fois de plus de faire appel à un autre expert. Combien de ces types a-t-il sur sa feuille de paye? En peu de temps, Mark l'expert s'est extasié sur la qualité des clés en titane. Il s'agit donc d'une véritable affaire. Cependant, il a dû clarifier quelque chose à propos des clés. Nous aurions aimé que ces clés puissent activer des missiles thermonucléaires comme les méchants de James Bond que nous sommes. Mais nous devrons peut-être nous contenter du fait que ces clés ont en fait été utilisées pour lancer des vaisseaux spatiaux. Quoi qu'il en soit, il semble que ces clés aient quelque chose de spécial, car il s'agit d'objets rares. C'est pourquoi Rick était prêt à négocier, bien que l'homme ait demandé $10 000. Rick n'était prêt à lui offrir que $1 500. Ne voulant pas se laisser faire, l'homme a décidé qu'il valait peut-être mieux qu'il cherche un acheteur ailleurs. Bonne chance, mon pote, bien que la dernière fois n'ait pas été aussi explosive que nous l'aurions souhaité. Nous pouvons au moins nous contenter de la fois où cet homme est entré avec une grenade de la Seconde Guerre mondiale. C'est fou, on le sait. Fabriqué à partir de billes et de fonte remplies de poudre à canon, Scott, le propriétaire, s'est dit qu'il avait entre les mains un objet de grande valeur et qu'il valait mieux voir s'il pouvait en tirer un bon prix. Tout de suite, il semble y avoir un problème avec notre grenade, car Rick s'aperçoit qu'elle semble vide. Ne voulant pas se laisser décourager, Scott a dit à Rick qu'il devait s'agir d'une grenade authentique, car elle pourrait avoir été fabriquée par l'OSS, un précurseur de la CIA ou par la CIA elle-même, il y a 6 décennies. Malgré ses réserves, Rick a reconnu qu'il s'agissait d'une grenade rare et qu'il fallait être gonflé pour l'acheter et la démonter. Compte tenu du fait qu'elle portait le logo EKC, c'est-à-dire Eastman Kodak Company, une entreprise connue pour fabriquer des armes de ce type. L'objet a certainement retenu l'attention de Rick. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de voir ce qu'un de ses experts pensait de la grenade évidée. Heureusement, Tony l'expert savait quelque chose sur ce que Scott avait apporté chez le prêteur sur gage. Apparemment, il s'agit d'une des grenades utilisées par l'OSS à l'époque. Puissante et mortelle, c'était une sacrée bombe. C'est encore plus impressionnant lorsque Rick et Tony apprennent que la grenade n'a coûté que $5 à Scott, alors qu'elle valait environ $2 000. Compte tenu de la rareté de l'objet et de l'envie de Rick de l'avoir, Rick est heureux que Scott et lui se soient mis d'accord sur un marché d'une valeur de 16 cents. C'était certainement un bon achat pour Rick. Vous devrez peut-être faire preuve de patience, car l'élément suivant de notre liste n'est pas aussi explosif que notre grenade à $20. Cette fois, Rick a reçu une femme qui est entrée avec ses faux documents confisqués à un espion nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon la femme, son grand-père était un grand collectionneur de souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Avec ses documents en main, la femme espérait obtenir $8 000 pour les documents. Bien que Corey ait estimé que Rick devrait demander l'avis d'un expert avant de s'engager dans cette affaire, Rick a tenu à faire une offre d'une valeur de $4 000. Même Corey a été déconcerté, mais Rick l'a convaincu qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Après avoir accepté un marché d'une valeur de $50, Rick s'est empressé d'aller rencontrer un expert qui pourrait lui dire exactement ce qu'il avait acheté à cette femme. Peu de temps après, Rick se présente à la porte de la CIA. Une fois sur place, il a remis aux représentants des documents susceptibles d'avoir été associés à l'OSS, l'ancêtre de la CIA à l'époque. Ils pourront peut-être voir s'il ne s'agit que de faux documents ou s'il s'agit de vrais documents. Une fois les documents examinés, les représentants du gouvernement n'ont pas pu les authentifier, même s'ils semblaient authentiques.
Il s'avère que les Allemands ont fait du bon travail en fabriquant ces contrefaçons, comparés aux objets authentiques. Il était évident que ces articles étaient des contrefaçons fabriquées par les Allemands. C'est fou ce que ces gars-là ont fait à l'époque du conflit mondial. Enfin, nous jetons un coup d'œil à quelques documents militaires qui décrivent en détail la vie et les réalisations d'un soldat au cours de sa carrière militaire. Sur les documents, on peut voir la signature de différents documents alors qu'il a été promu de lieutenant à général de brigade. Une carrière plutôt illustre. En toute honnêteté. En examinant de plus près les documents, Rick ne peut s'empêcher de se demander qui est ce soldat de haut niveau. Après quelques recherches, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un soldat connu sous le nom de Lorenzo W. Cook. Après avoir constaté la rapidité avec laquelle Cook a gravi les échelons, Rick a été séduit par les documents, car il racontait l'histoire de ce soldat émérite. Après avoir exprimé son intérêt pour le document, Rick a voulu savoir combien le propriétaire était prêt à lui vendre. Lorsque l'homme a expliqué qu'il voulait 10 000 à 12 000 $ pour les documents, Rick a pensé qu'il serait peut-être préférable pour lui d'obtenir l'avis d'un expert avant de s'engager dans l'affaire. L'expert n'a pas tardé à venir examiner les documents. Après analyse, l'expert a déclaré que toutes les signatures des présidents figurant sur les documents, à l'exception de celle d'Andrew Johnson, dont le cachet a été apposé, étaient authentiques. À ce titre, elle a estimé que les documents valaient environ 10 000 $. Exact. Après quelques marchandages, les deux hommes se sont mis d'accord sur un marché d'une valeur de 5 000 $. Il vaut mieux le conclure avant que Rick ne décide qu'il n'en veut plus. De la fausse monnaie fabriquée par la CIA ou les Allemands aux nouvelles armes d'apparence innocente, mais qui peuvent être plus dangereuses que vous ne le pensez.